C'est une grande actrice qui se trouve aujourd'hui dans le fauteuil rouge de VIP. Actuellement au théâtre La Bruyère, dans le rôle titre de Kiki von Beethoven, une pièce d'Éric Emmanuel Schmitt. Elle est tout simplement fantastique, jouant tous les rôles, mêlant les rires et les larmes, incarnant la vie dans tous ses recoins. Et justement, la vie, sa vie, il va en être question dans cette émission où nous allons apprendre à connaître un peu mieux le visage inattendu de la personnalité de Daniel Lebrun. Bonjour à vous. Bonjour. Kiki von Beethoven, une pièce d'Éric Emmanuel Schmitt. On connaît bien Éric Emmanuel Schmitt, on connaît bien ses livres, ses romans, son théâtre aussi. C'est pas la première fois d'ailleurs que vous jouez pour Éric Emmanuel Schmitt. J'ai joué sa première pièce. Voilà. Qui s'appelait C'est La Nuit de Valogne sur l'histoire de Don Juan. Alors à l'époque, c'était déjà il y a quelques années, il fallait quand même faire confiance. Il n'était pas connu du tout. Bah oui, justement. Il Moi, fallait ce qui ce jeune auteur-là. Rien que de lire cette pièce, bon, on peut dire il y avait des défauts, tout ça, mais il l'a reprise il n'y a pas longtemps. Et c'est quand même une idée de théâtre formidable. Et il y avait un dialogue éblouissant. Je me suis dit, ça c'est un homme de théâtre. Et quand après j'ai vu Le Visiteur, qui est une merveille qu'il a faite, je me suis dit, j'ai du nez quand même. Voilà. Oui, parce que c'est finalement le rôle des comédiennes comme vous, qui ont du métier aussi bien en télévision, cinéma, théâtre, c'est peut-être aussi de révéler des auteurs inconnus, de les mettre en confiance. C'est très agréable de jouer des auteurs vivants. Oui, c'est encore autre chose. Oui, parce que l'auteur vivant, on peut lui parler et lui faire rectifier des choses qu'on sent différemment sur scène. Je me souviens d'avec Anouilh, c'était un bonheur de travailler avec lui. Alors, on en reparlera d'Anouilh, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un avec qui vous avez beaucoup travaillé. Aussi, il va y avoir beaucoup de choses à dire dans... Mais ça ne m'empêche pas d'aimer Marivaux, bien qu'il ne soit plus là. Oui, c'est plus difficile avec lui de discuter de ses textes. C'est plus difficile, mais bon. Oh, quoique. Alors, donc, Kiki von Beethoven, on va présenter rapidement quand même la pièce. C'est une sexagénaire, grosso modo, on va dire. Oui, elle est dans une maison de retraite. Voilà, mais très en forme, très en forme. Oui. Elle a ses copines, ses trois copines toutes plus différentes les unes que les autres. Et puis, il y a au centre de la pièce, Éric Emmanuel Schmitt est dans un cycle musical. Il y avait déjà eu un livre sur Mozart, donc maintenant c'est Beethoven. Il y a Beethoven. Oui, il imagine, c'est une idée de magie, une idée de théâtre, une idée d'enfance. Il imagine que dans l'enfance de ces femmes, les masques et les figures de Beethoven faisaient de la musique. Et alors c'est un retour sur l'enfance. Et si le message il y a, c'est surtout ne pas se débarrasser de l'enfance, y compris quand elle est tragique. L'enfance, l'adolescence, et il faut préserver ses souvenirs et vivre avec, essayer de vivre avec, plutôt que de les effacer, parce qu'à ce moment-là, on a des vrais problèmes. Alors, tout ça passe par une allégorie liée à la musique, parce qu'en fait, Kiki n'entend plus la musique du masque de Beethoven qu'elle a acheté. Pourquoi ? Parce qu'elle a voulu gommer des choses de sa vie, oublier des choses, on ne va pas trop en dire, des choses tragiques. Hein. Oui, bien sûr. Des choses tragiques. Et... En fait, c'est ça l'histoire. Chacune a ses trous d'ombre et qu'il faut révéler. Voilà. Toute personne, hein. Je pense qu'on est tous concernés. C'est vrai que l'idée de Beethoven est très, très intéressante parce que on se demande comment cet homme qui était sourd à 28 ans, qui a très mal vécu sa vie privée, qui est mort sans argent, a pu presque à la fin de sa vie, pas tout à fait, mais quand même, presque fabriquer l'hymne à la joie. C'est incroyable. Un mystère. Ouais. Et c'était pas religieux, c'était pas... Qu'est-ce qu'il avait en lui pour faire cet hymne à la joie alors qu'il était profondément malheureux? Oui, et puis taciturne, en tout cas on l'imagine comme ça. Et... Oui, bourru, enfin des coups de gueule, comme il dit dans la pièce, mais c'est quand même un mystère qu'on ne résoudra jamais. C'est un grand mystère et une grande question, et puis peut-être qu'il faut que ça reste du domaine du mystère d'ailleurs. Sans doute. On n'est pas obligé. En tout cas, ça fait de bonnes pièces. J'imagine que quand on prépare un rôle comme ça, on écoute la musique de Beethoven parce qu'elle habite quand même la pièce. Hein. Oui. Puisque forcément, comme Kiki cherche à comprendre pourquoi elle n'entend plus Beethoven, on entend quand même les musiques de Beethoven, etc. Vous, ça vous a nourri cette musique-là? C'était une musique que vous écoutiez avant? Ah si, bien sûr. Pas plus? Si, je l'écoutais. Si, je suis très musique classique. C'était pas une découverte alors? Je suis très musique classique, non. Donc c'est aussi un terrain d'entente avec Éric Emmanuel Schmitt. Je me suis trempée là-dedans pendant toutes les vacances en apprenant le texte. Donc actuellement, au théâtre La Bruyère, on va dire que c'est une des pièces qui marche bien, parce que le théâtre en France, on peut peut-être faire une petite aparté là-dessus, le théâtre ne va pas très bien en France. J'ai l'impression qu'on dit ça tous les ans, moi. Oui, le théâtre, les Français vont pas au théâtre, les Français vont pas au théâtre. Quand on joue une bonne pièce, on sent le public. Et moi, c'est un bonheur pour moi, parce que même s'il n'y a pas énormément de monde, et puis tout d'un coup, toute la salle est pleine, je ne vois pas la différence.
C'est formidable. Ça fait formidable partie pour du moi. plaisir d'être Oui, sur scène. oui, oui. Alors en plus, c'est très particulier parce que, est-ce que c'est pas la première fois que vous incarnez tous les rôles d'une pièce? Je l'ai fait en C'est pas Suisse, très- c'est qu'à de le dire. Une pièce de Camillo Boito, Senso, Ouais. dont Visconti avait tiré un magnifique film. Et ce texte est superbe. Et on avait fait une adaptation, j'étais seule en scène pendant un mois à Lausanne, mais je ne l'avais jamais fait à Paris. On se dit toujours, moi j'avais lu le livre d'Éric Emmanuel Schmitt avant. On se dit toujours, alors attends, il y a une actrice, elle va faire tous les rôles. Il y a quand même, les personnages sont quand même très marqués. Ils ont vraiment des. Comment elle va passer de l'un à l'autre? Oui, il y a des hommes. On vous attend au tournant? Non, je crois pas. Ah bah si, moi je vous attendais au tournant. Ah bah, je ne savais pas. Mais c'est comme un conteur. Les conteurs, bon, moi j'ai vécu dans le Midi, mais je vais dans le Gard, j'ai une maison dans le Gard, je vois les gens qui ont le talent de conter des histoires, c'est des récits. Mais Jean-Pierre Chabrol, quand il racontait des histoires avec son accent des Cévennes, c'était, il faisait parler des sangliers, et les sangliers de notre voix. Et donc il y avait, les conteurs, c'est magnifique, dans les veillées, dans les campagnes, il y a encore des gens comme ça, c'est fascinant. Et moi, ça m'est pas trop difficile quand j'ai un bon texte. Ouais. Après, il y a le métier aussi d'actrice qui. Oui, mais ça me fait plaisir qui est là. de raconter ça, oui. Ça me Alors, fait plaisir. Et Éric Emmanuel Schmitt, c'est quelqu'un que vous suivez. Il y a quelqu'un d'autre que vous avez beaucoup suivi aussi, que vous avez beaucoup joué, c'est Jean Anouilh. Oui. Est-ce qu'on peut l'évoquer un petit peu, parler oui, de. bien sûr. Moi, je trouve que c'est un théâtre extraordinaire. Oui. Évidemment, vous avez joué plusieurs pièces, donc vous adhérez. Qu'est-ce qui vous plaisait déjà chez l'auteur et puis chez l'homme aussi? Alors, il m'aimait beaucoup, j'ai rien à dire là-dessus, parce qu'il était assez difficile. Bon, Ouais. moi je l'amusais, il paraît. Il avait une certaine tendresse pour moi, mais c'est vrai qu'il y avait des moments où c'était difficile. Quand les enfants, par exemple, quand j'étais enceinte sur une de ses pièces, oh, quelle horreur, jusqu'où tu peux aller. Bon, j'étais assez loin, je le savais que je pouvais, parce que j'avais déjà eu un enfant. C'était quand vous jouiez quelle pièce, là, d'Anouilh? C'était Ne réveillez pas madame, avec François qui était en Pellier, 70. une Ouais. création. Ouais. Et puis après, il me demandait des nouvelles du bébé. Mais après, il m'avait vue quelques années après, 8 ans après, et il me dit ah, je ne te demande pas des nouvelles, maintenant c'est une fillasse. C'est-à-dire qu'il était assez misogyne, mais il n'aimait que les enfants petits. Après, les petites filles, c'était des fillasses. Donc, vous voyez, il y avait des moments où on ne s'entendait pas du tout, tous les deux là-dessus. Ne réveillez pas madame, c'était en 1970. Oui. Tu étais si gentil quand tu étais petit. Oui, Tiens donc, voilà, c'était après. pour accrocher à ce que vous Voilà. dites, en 72, Colombe. Oui, en, Colombe, une reprise de Colombe. En 74. Il y a aussi les exercices de style Très de Queneau grande que pièce. vous avez joué, rejoué, Oui, là, c'était qui pas marque votre Anouilh. carrière. Non, Ah c'est pas oui, Anouilh, c'est Queneau. exercice, oui, bien sûr, on l'a joué 1000 fois. Sur 10 ans. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un théâtre avait un trou, on prenait les exercices et styles de Queneau. Un grand classique. Et voilà. Et on faisait le plein à chaque fois. C'était une merveille, ça. Et puis, en notre temps, évidemment, on faisait beaucoup de choses. Jacques Seller, c'était un très grand ami à moi. Je crois que c'est avec lui que j'ai le plus joué. Et pour la télé, alors vous aviez une autre image pour la télé, l'image de celle qui participe à des grands projets de théâtre qu'on adapte à la télé. Hein, il y a ça Les aussi. Marivaux, vous voulez parler? Ah oui, notamment, oui. Oui, les Marivaux, surtout ça, oui. Surtout ça, parce que au point de vue théâtre, je ne vois pas ce que, Oui, non, les Marivaux, que j'ai fait là-dessus. la double inconstance. Ouais. Ouais. Non, ce qui a marqué, c'était Vidocq, évidemment. Bien sûr. Mais ça, c'était. On ne se prenait pas au sérieux, on n'imaginait pas qu'on aurait un tel succès. Les nouvelles aventures de Vidocq, Voilà, c'est c'était ça. Marcel Bluval, Voilà. votre Et puis, compagnon, ça a qui été jusqu'à réalisait. Yvonne de Gaulle récemment, quoi. Ouais. C'est ça, ma Ah, carrière à la C'est télévision. ça qui est génial quand on a écrit, c'est le grand Voilà. écart. Oui, c'est ça, oui. Finalement. Alors, Yvonne de Gaulle, recrutée pour un physique, Oui. mais finalement, quand on travaille un personnage, j'imagine qu'on travaille beaucoup j'ai en tout amont lu. pour trouver des tout ponts, lu sur des elle. liens, parce qu'elle ne vous ressemblait pas beaucoup, cette femme, à la base. Physiquement, si, à Si, cette époque-là, oui, on intérieurement. peut toujours... J'étais même chez des fournisseurs pour le chapeau, par exemple. Oui. Et je suis tombée, pareil, sur une vieille dame qui est toujours là, rue de Faubourg-Saint-Honoré, À Paris, et qui oui. fait toutes les présidentes de la République. Elle avait fait Madame Pompidou,
Madame Chirac et tout, elle m'a dit. Et puis c'était une toute petite bonne femme qui avait une voix totalement pincharde. Moi, j'en prenais plein dans mes petits tiroirs, là. Et elle me disait, oh, elle avait beaucoup de classe, Yvonne de Gaulle. Et puis elle me racontait toutes les présidentes qu'elle avait connues. Et puis elle me dit, elle avait une toque beaucoup plus haute, comme ça, elle avait l'impression que ça l'agrandissait par rapport au général, parce qu'elle n'était pas grande, hein, et lui, il était très, très grand. Voilà. Ah, génial. Alors elle m'avait fait la même toque. Et puis alors, ce jour-là, elle me fascinait, cette femme, parce que c'est une petite boutique où elle avait tous les people autour d'elle. Et puis c'était l'époque où le prince Régnier était en train de mourir, et elle était au téléphone. Excusez-moi, elle me fait. Ah bon, très bien. Ah bon, un chapeau, oui, pour l'enterrement du prince Régnier. Oui, bien sûr, mais bien sûr. Et elle me fait, excusez-moi, c'est Madame Faradiba. Ah, j'ai dit, ah bon, ça y est, il est mort. Et non, mais il faut prévoir. Voilà. C'est un personnage, ça elle m'avait toute seule. fait rire. Ah oui, vous l'imitez, enfin je ne sais pas si vous l'imitez très bien parce que je ne la connais pas, mais c'est génial. Je l'ai là-dedans, dans mes petits tiroirs, celle-là. Vous Yvonne voyez, c'est une espèce de façon de compter les choses aussi, quand on... Oui. Ouais, on chope les différentes personnes qui ont une personnalité qui est en dehors du théâtre, parce que elle avait un métier... Vous en trouvez beaucoup des gens comme ça, qui vous inspirent, qui vont venir nourrir oui, des oui, personnages dans le futurs milieu, ou présents? Quelquefois, je m'en sors pas, je m'en sers pas, et quelquefois, je les sors, justement... Ça peut ressortir plus tard. Ah, bah, je pense bien, oui. Oui. Ah, je pense bien, les personnages que je joue là... il y avait longtemps que c'était dans ma mémoire. Et je les connais. Je ne sais pas si on juge du talent d'un acteur ou d'une actrice en fonction des nominations Molière et des Molières reçues. En ce qui vous concerne, c'est quand même assez faramineux. 5 nominations Molière, 2 Molières reçues également. Ça compte, enfin, vous placez ça où dans une carrière? Ça compte comment? Ça compte, c'est très agréable sur le moment, et puis ça compte pour le succès de la pièce qu'on joue. Mais c'est drôle, quand on a des bonnes critiques et qu'on a des récompenses, tout le monde vous le dira, on l'oublie très vite, c'est fini. Tandis que quand on a une mauvaise critique, ça dure 1 an, au moins. Ah bon? Ah oui, c'est effrayant. Effrayant. Et vous l'avez... Non, moi je ne les lis plus. Oui, d'accord. Vous avez réglé le problème. Ah oui, très jeune. Définitivement. Très jeune, définitivement. Alors, pour être plus précise, Molière de la Comédienne dans un second rôle, le premier c'était en 92 pour le rôle d'Arsinoé dans Le Misanthrope ou L'Atrabilaire amoureux, et l'autre est plus récent, c'était en 2006 pour un second rôle dans Pygmalion. J'imagine que quand on est nommé et qu'on ne l'a pas, bon, c'est une déception aussi, mais on arrive, c'est pas que ça le métier d'actrice. Non, c'est pas. Enfin, pour moi, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. En tout cas, je sais que les Molières, c'est fait pour faire marcher le théâtre, c'est tout. C'est pas pour. Les égos, ils sont suffisamment grands pour qu'on en remette une louche. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Bon, moi, ça a le mérite d'être clairement dit. Comment vous est venue l'envie d'être actrice, comédienne, de faire du théâtre, de la télévision, je me suis interrogée là-dessus, mais je pense que j'avais pas envie, je savais pas ce que c'était. Moi, j'ai vécu dans une toute petite ville très tristounette du Tarn, parce que mon père, qui était lui très parisien, travaillait dans les maroquineries, dans les tanneries. Alors c'était toujours des villes assez tristes. Mais par contre, je suis montée à Paris avec l'accent. Ah, c'est comment l'accent du Tarn? Et c'est l'accent du Tarn, c'est léger. Les R, on les roule un R sur 2. Mais comme mes parents étaient du Nord et parisiens, je l'oubliais, j'avais les deux, quoi. Mais c'est important pour une comédienne parce qu'on articule beaucoup mieux. On fait les muets vraiment naturellement. Voilà, si vous voulez être comédien, il faut être du Tarn, ou du moins avoir l'accent du Tarn. En dessous de la Loire, en tout cas. Mais c'est vrai, c'est important pour l'articulation, c'est tout. Hein. Et la vocation donc, est venue comment, de fait, puisque ce n'était pas vraiment une famille portée sur ça? Ah bah alors, non, c'était pas une vocation. Non, c'est pas une vocation. Ma mère aimait les artistes, et c'était une conteuse, ma mère. Justement, elle était du Nord, mais quand elle contait, on était fascinés. Elle racontait des histoires qu'elle avait vécues ou des livres qu'elle avait lus, et on était fascinés. Mon père, il avait un côté titi parisien, plutôt. Mais il ne parlait pas beaucoup. Mais quand il parlait, c'était la plaisanterie de l'année, quoi. Il se retenait. Donc il y avait un peu ça dans la famille. Mon frère était un comédien né aussi, mais je ne savais pas ce que c'était. Votre frère, qui est devenu philosophe?
Oui. C'était un comédien. Mais je ne savais pas ce que c'était. Puis je me suis rendu compte que quand j'étais petite, j'avais une grand-tante, pardon, qui avait fait du café-concert. Parce que la famille avait eu des hauts et des bas. C'était une famille de grands bourgeois qui n'avaient plus un rond. Et cette grand-tante avait été au café-concert parce qu'elle avait une jolie voix, etc. Et puis elle est devenue directrice du théâtre de la Fourmi en face de la Cigale, où je crois que Maurice Chevalier a débuté. Je l'ai très peu connue, elle est morte quand j'avais 8 ans. Elle était horriblement laide, enfin moi je trouvais, parce qu'elle avait 95 ans. Et sa malle de comédienne et de théâtre, c'est à moi qu'on l'a donnée. Pourquoi? J'avais plein de cousins et cousines. Pourquoi? Maman n'a pas su dire pourquoi. Et quand j'étais petite, on me disait qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Moi, je voulais être torero. J'avais jamais vu de course de taureau. Torero. Voilà. Je voulais être pilote d'essai. Aussi. Voilà. Je crois que c'était le côté spectaculaire. Oui. Bon. Il y a un petit côté garçon là-dedans quand même. Tout à fait. Ah, mais j'étais un vrai garçon manqué. J'aurais bien voulu être un homme. Ouais. Ça. Quand j'avais 15 ans, j'ai dit à maman, il paraît qu'on fait des piqûres, on peut se transformer. Elle me dit, ma pauvre chérie, mais qu'est-ce qui se passe? Donc le théâtre, c'était une manière de jouer ça. Justement, parce que quand on a des rôles principaux, c'est vrai qu'on est à égalité avec les hommes. Mais il faut l'acquérir, le rôle principal. Il faut galérer. Mais pourquoi on m'a donné ça? Alors à chaque fois on me disait, mais oh, toi c'est pas la peine de ta rédaction, tu seras comédienne bien sûr. Ah ça bon. semblait une évidence pour les autres, mais pas pour vous. Et pour au patronage, parce que j'étais au patronage. On me disait, qu'est-ce que tu vas jouer? Tu nous montres quelque chose, Daniel. J'avais 8 ans. Pourquoi moi? Alors voilà. Vous étiez pitre, vous étiez... Ah oui, totalement. Ah ben voilà, vous étiez pitre totalement. quand même. Mon premier public, c'était les copines, voilà, les quand copains. D'accord. Bon élève à l'école? Moyen, mais j'aimais beaucoup l'histoire et les lettres. Le reste, j'étais pas du tout mathématique. Et par contre, tout ce qui était lettres, récitation, ça c'était trop facile même pour moi. Ah ben voilà, quand même, tout s'explique, il y a une genèse. Mais il y avait un côté aimer faire rire. Bon. D'où exercice de style peut-être plus tard. De Queneau, oui. Voilà. Daniel Lebray, quelle serait l'odeur de l'enfance, de votre enfance? La cire. La cire? La cire de quoi? Parce que ma mère avait des amis dans un couvent. C'était des sœurs qui étaient restées là pendant la guerre, et puis qui avaient aimé le Midi, donc qui étaient restées là. Elles venaient d'Alsace, je crois. Et c'était des filles formidables. Après, j'ai connu d'autres choses beaucoup plus dures. Et puis j'étais à l'école laïque très, très vite. Mais vous avez une tante aussi, une grande tante qui était dominicaine. Allez, Lebrun était très, très, très catholique. C'est pour ça que mon père détestait ça et qui nous affichait la paix au point de vue religion. Donc on est devenu athée facilement. Moi, je l'ai été par injustice. Pour moi, c'est ça qui compte, c'est la justice. Et j'étais tombée dans une école religieuse où la directrice était une horreur. Elle était très obséquieuse pour les gens qui avaient de l'argent. Et ceux qui n'en avaient pas, c'était vraiment... elle ne les voyait pas. Et pour moi, je le voyais. Et tout de suite, j'ai dit ça, c'est pas possible. C'est terrible, hein, ces contre-témoignages. C'est pas ma famille, c'est la vision de ça. Et ça a été définitif. Mais par contre, j'avais ce qu'on appelle des grenouilles de bénitier, qui étaient des vieilles filles, qui étaient des merveilles. J'ai adoré ces gens-là. Enfin, il y a quand même une vérité entre les grenouilles de bénitier d'une part et puis... J'avais une religieuse dans le Midi qui s'appelait la sœur Saint-Louis, qui avait un accent comme ça, et qui nous disait « Enfin, vous me crassinez !» Puis elle dormait parce qu'elle était très âgée. Et je l'ai revue. Elle était à Castres, elle a fini à Castres, dans un couvent. J'étais la voir avec ma fille qui avait 5 ans. Et elle l'a mis sur ses genoux tout de suite, et puis elle a fait visiter le couvent pendant l'été où il n'y avait personne, c'était terrible. Il y avait des enfants qui étaient seuls, ils étaient 3 ou 4, mais je dis, mais comment ils vivent là? Elle me dit, j'ai les petits enfants qui viennent d'Amérique, et les parents ils ne viennent jamais, c'est simple, ils viennent jamais, alors on les garde. Ils payaient la pension, et c'est tout. C'était mais terrifiant, ça existe encore.
Ouais, ça devait être Et assez alors, angoissant, ouais. elle faisait visiter le couvent à ma fille. Elle disait, et tu vois, là-bas, c'est le Jésus, tu vois, tu le vois. Et elle fait, ah bon, allez, viens. Il a l'air de dire, c'est une petite mécréante parce que son père est juif et sa mère Athée. n'y croit pas. Donc, et elle était, et elle me dit, oui, je sais. Alors, vous avez, votre mère m'a dit, vous avez un mari, il est étranger, je crois. Alors, Vous parlez de Marcel Bluval, oui, là. je parle de Marcel Bluval par provocation. Et j'ai dit, oui, il est juif polonais. Et elle me fait, comme notre pape. Alors là, j'ai éclaté de rire, là. La photo du pape était au-dessus d'elle. C'est des gens fantastiques parce que ils sont pas racistes, ils s'en foutent, ils sont généreux, ils sont ouverts. Pur. Et simples. C'est des gens, c'est formidable. Alors, puisqu'il y a quand même des sœurs qui vous ont plu, moi je vais vous présenter un frère. Il est moine à la communauté Saint-Jean, il est également prêtre. Il s'appelle le frère Geoffroy-Marie et il a une question à vous poser. C'est la question tombée du ciel. Bonjour Daniel. Dans votre carrière professionnelle d'actrice, vous avez l'art de multiplier les rôles aussi bien dans le comique que dans le tragique. Et au théâtre, vous êtes capable aussi bien d'interpréter à la suite plusieurs rôles féminins ou masculins. On sent en vous une femme libre. Et pourtant, dans votre pièce, Kiki von Beethoven, comment se fait-il que tout l'aspect spirituel a été gommé à votre demande ? Alors, on va peut-être expliquer Justement, cette histoire. Non, parce que expliquons. Éric Emmanuel Schmitt voulait donc un pèlerinage à Compostelle. Mais moi, je voulais que ce soit pour tout le monde. Et voilà la réponse. C'est que Kiki von Beethoven doit faire. Enfin, Kiki, je me suis dit, si elle est religieuse, ce pèlerinage n'a aucune valeur. Il faut justement, même si elle est touchée par la grâce, si elle y arrive, à Compostelle, on n'en sait rien. Il faut que ça parle à tout le monde. Il ne faut pas que ce soit un pèlerinage catholique. Je ne voulais pas de ça. C'est pas parce que je suis athée ou pas, parce que j'ai plein de copains dans les catholiques, les protestants, les juifs et tout ça, et même des arabes qui sont très religieux. Ça m'est égal. Vous Je avez eu voulais peur que ce que soit les gens pour se tout le sentent monde. exclus? Mais Compostelle, c'est une connotation catholique. Oui. Finalement, de moins en moins, ça reste Si, une quand même. connotation catholique, mais on se rend compte que ceux qui font le pèlerinage de Compostelle, l'immense majorité, ne sait pas en quoi ils croient, n'est pas là forcément a priori pour chercher Dieu. Beaucoup de gens se mettent en chemin. Vous l'avez fait Compostelle, vous, Ah ou pas? non. Le chemin ne passait pas près de ma maison de campagne, comme il est dit dans le texte. C'est ça que je vais faire rajouter, parce que je lui dis, il faut que ce soit par hasard. Que ça vienne comme ça. D'ailleurs, Candy, elle lui dit où ça, elle connaît même pas. Oui. Candy, qui est un des personnages, Voilà. une des copines de Kiki. Vous avez eu déjà des discussions avec Éric Emmanuel Schmitt, qui lui a été converti dans le désert et vraiment catholique. Non, j'ai simplement brûle de lu saint. ce qu'il avait. Mais vous avez jamais discuté tous les deux de sa foi Non, on catholique? n'a pas eu le temps. Quand je l'ai connu, c'était peut-être avant. Et puis là, j'ai vu toutes ces pièces, l'Évangile selon L'évangile selon Pilate. Pilate, et oui, tout. ça vous a pas... Donc, puis j'ai lu ce qu'il dit de ça. C'est passionnant, mais c'est un chemin. C'est un chemin, c'est pas le mien, c'est tout. Moi, ce serait plutôt le contraire, puisque à l'origine, mes parents, qui eux m'ont fichu la paix là-dessus, m'ont mis dans cette école religieuse parce que c'était plus pratique pour eux, je suppose, puisque ma mère avait beaucoup d'amis dans ce milieu-là à cette époque. Et puis après, ça a été terminé, je crois. On a habité Groyette dans le Tarn et après Chevreuse. Et c'est là que j'ai commencé mes premières armes, n'est-ce pas, avec le curé au catéchisme. Un curé qui m'adorait d'ailleurs. Ah bah, vous voyez. Le père Geoffroy-Marie a dit autre chose de très intéressant. On sent en vous une femme libre. Comment vous le percevez, ça? Oui, non, peut-être. La liberté, c'est quoi? La liberté, c'est pour ça que quand on vous dit quelle est la vertu spirituelle la plus importante pour moi, c'est la justice. Parce que c'est ça qui manque le plus. Égalité, c'est ça d'abord. La fraternité vient, la compassion vient à cause du manque de justice, justement. Et la liberté, c'est quoi la liberté? Quand on l'acquiert, la liberté, comme les pays de l'Est, maintenant, ils ont la liberté de crever de faim. Est-ce que c'est ça, la liberté? Bon, d'accord, ils vont plus dans les goulags.
Mais est-ce que le capitalisme sauvage qu'ils sont en train de vivre en ce moment est pas la même chose que le communisme? Et ils ont la liberté de crever de faim. Quelle est votre liberté à vous? De quoi vous sentez-vous libre et de quoi ne vous sentez-vous pas? Pour le moment, je me sens libre d'avoir gagné ma vie toute seule, sans avoir eu des parents qui avaient du fric, loin de là. Donc, c'est ça, j'ai acquis cette liberté. C'est tout. De faire ce que je veux, jusqu'à un certain point, bien sûr. Mais je vis correctement. J'ai pu avoir 2 enfants et les élever correctement. Mais c'est ça, ma seule liberté. Et puis d'être à égalité, plus ou moins, avec les hommes, parce que quand on est comédienne, on est à peu près à égalité avec les hommes. C'est pas l'égalité de salaire, c'est comme partout. Mais enfin, ce qu'on a à dire, on le dit aussi bien en tant qu'homme que femme. On peut signer des pétitions et dire pourquoi on le fait. Mais j'ai pas suffisamment de noms pour aller dans les bons. J'en ai signé, bien sûr, mais bon, je sens que ma liberté à moi, c'est ça, c'est tout. Vous avez cité pardon, vos 2 enfants, Emmanuel et Serge, hein, c'est ça. J'ai le choix du roi. Comme on dit. Qu'est-ce que vous leur... alors, ils ont tous les 2 des parents célèbres, en plus. Il y en a un qui est le fils de... C'est pas anodin égal, pour un enfant. Certainement pas, mais... Ouais. Il y en a un qui est le fils de François de Clausel, l'autre qui est la fille de Marcel Duval. Oui. Et puis vous, la maman, qu'est-ce que vous avez à ces 2 enfants, Emmanuel et Serge, qu'est-ce que vous avez essayé de leur inculquer en termes de... par rapport à ce que vous aviez compris de la vie? Quels étaient les messages importants à leur faire passer dans l'éducation? Ils ont quel âge aujourd'hui? C'est toujours des exemples, ils ont plus de 40 et quelques. Oui, donc ce sont des hommes... 38. Femme et un homme fait, quoi, oui. Donc non, c'est les exemples qu'on peut leur donner, mais les exemples, quelquefois, ils sont ratés. Donc qu'est-ce qu'on peut leur donner? Je pense que si on s'entend bien tous, c'est déjà une bonne chose. Si on a envie de se téléphoner très souvent, de se voir très souvent, on a un peu réussi ça. Marcel a 2 enfants de son côté et on sait qu'ils se voient tous les 4 ensemble, en dehors de nous. Pour moi, c'est ça notre réussite. C'est pas de leur avoir donné des conseils. On ne peut pas donner de conseils. Donc la réussite, elle est dans... Hélas, on a chacun son chemin. Mais elle est dans l'unité de la famille. Ce qui vous arrive dans la vie, c'est en dehors de nous. Non, cette réussite, c'est ça, c'est qu'ils se voient tous les 4 entre eux et qu'ils s'entendent bien. Et que l'amour soit là. Voilà. Et vous-même, de vos parents, vous aviez reçu quelles leçons ou quelles sont les valeurs que vos parents vous avaient transmises? Ma mère, elle m'a transmis beaucoup de choses. Elle n'était pas sectaire et elle n'était pas, justement, elle n'avait pas peur de laisser sa fille être une artiste, entre guillemets. Et c'était le danger pour les Lebrun, même s'ils étaient ruinés, c'était quand même des grands bourgeois. Et c'était le théâtre, c'était sulfureux. Donc, par contre, quand j'étais à la Comédie Française, c'est autre chose. Voilà, là ils ont recommencé à téléphoner. Et puis après, ça a été mieux. Bon, maintenant, ça s'est arrangé. Mais là, elle m'a transmis ça, justement. Elle m'a apporté énormément, énormément. Et puis le reste, leur vie n'était pas drôle, la mienne non plus. Mon enfant, je ne la referai pas pour un empire. Mais il est évident que c'est là que ça a démarré, parce que j'avais envie justement de m'évader. Voilà. Et je me suis bien évadée dans ce métier. De trouver votre liberté. Qui m'a apporté beaucoup de choses. Alors, on a très légèrement évoqué votre frère. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on en parle un peu plus? Parce que c'est une sommité dans son domaine. Alors qu'il lui est complètement Gérard, donc Gérard Lebrun, très connu dans le domaine de la philosophie, lui est complètement parti ailleurs. Hein. La philosophie, donc c'est un peu, entre guillemets, l'intellectuel de la famille. Oui, non, enfin, c'est pas le seul. Ma grand-tante, celle qui est devenue dominicaine, était agrégée de physique. Ah oui, c'est vrai. C'était la contemporaine de Irène Joliot-Curie. Elle est devenue d'ailleurs supérieure de son oui, couvent. C'était une femme extraordinaire. La grande-tante de Daniel, voilà, pas Irène Joliot-Curie. Voilà. Bon. Que j'ai interprétée à la télévision. Comme quoi, c'est fou, hein, comme histoire. J'ai eu un coup de téléphone d'une dame qui me disait j'ai connu Irène et votre tante. Alors j'étais la voir, bien sûr.
Et elle était entre les deux. Irène était dans le chercheur et ma tante était professeure au lycée Molière, professeure de physique. Et elle a connu les deux. C'était génial pour moi de connaître cette femme. Elle m'a dit des choses sur ma famille, sur tout ça. Fantastique. Sur Marie Curie qu'elle avait connue. C'est fou, hein, quand la petite histoire rejoint la grande histoire. C'est formidable. Revenons à votre frère philosophe. Vous aviez d'abord quel rapport enfant? Et après, comment ça s'est... La comédienne et le philosophe, ça pourrait faire un joli titre de livre de mémoire. Il avait 8 ans de plus que moi et c'est lui qui m'a tout appris. Tout. Oui. Il avait une façon de jouer la comédie d'une façon extraordinaire. Mais c'est étonnant qu'il soit allé vers la philosophie alors? Oui, parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour être cinéaste. C'était l'époque contemporaine de Louis Malle à peu près. Il fallait beaucoup d'argent pour être cinéaste. Ouais. Et puis il était passionné par la philo. C'était un surdoué, il faut dire, au départ. Mais quand on lit des choses sur lui, c'est vrai que moi honnêtement je ne le connaissais pas, mais j'ai lu beaucoup de choses sur lui. Il est parti au Brésil, il était très modeste. À Rio de Janeiro, etc. Il n'a pas cherché à se mettre en lumière. Et il m'a appris la modestie. Voilà, un des articles disait, mais s'il n'avait pas été aussi modeste, il ferait partie des philosophes les plus connus au monde. Bien sûr. Il a dû développer, j'imagine, des concepts... Oui. particulier, j'imagine que vous êtes... On lui a fait une salle à l'école normale supérieure, enfin, vous voyez. C'est quelqu'un dont on peut être fier. Oui, tout à fait, tout à fait. Il n'a pas été très heureux dans sa vie, mais c'était quelqu'un de formidable, de très caustique et tout. Il y a une pièce qui a été écrite sur lui. Ça s'appelle « À la porte » de Vincent Delecroix. Et c'est un monologue qu'a joué Michel Aumont il y a 3-4 ans. Il a eu un Molière là-dedans. Ah, ça a dû vous toucher. C'était très bouleversant. Ouais. C'était à la première personne. Quand j'ai lu ça, j'étais très secouée. Et Bluval m'a dit, je l'adapte au théâtre pour trouver quelqu'un. Et a demandé à Michel qui a dit, j'ai jamais fait toute seule en scène, je le ferai jamais. Quand il a lu le texte, il a dit, je le fais. Et il y a eu 2 Molières dans cette pièce. Ça a eu un succès fou il y a 4 ans. Vous dites Bluval quand vous parlez de votre compagnon? C'était sur mon frère et c'était très émouvant, vraiment. Vous disiez qu'il vous avait appris l'humilité. L'humilité et puis la façon de jouer. La façon de ne pas se prendre au sérieux, d'avoir de l'humour et d'aller au fond des choses, aussi bien dans la cruauté, dans le tragique que dans le comique, il faut y aller à fond. Et quand il était en scène, lui, parce qu'il était en scène, l'amphithéâtre était bourré. Hein, quand il donnait des conférences, des leçons de philosophie, oui. Il avait un charisme fou, quoi. Et c'est comme ça, un jour, il était fou d'Autant Lara. Il avait vu une annonce dans le journal qu'Autant Lara cherchait une jeune fille. Et il a dit à maman, j'y vais avec Daniel. Voilà. C'est comme ça que ça a commencé. Vous lui devez votre carrière, alors. Et il a baratiné Autant Lara, il a dit non, moi j'avais des cheveux courts, châtains, je faisais 13 ans, il fallait une belle fille blonde de 16 ans. Bon, de toute façon, elle ne fera pas le rôle. Hein. Et il l'a tellement baratiné en lui disant qu'évidemment, en lui racontant sa carrière à lui, Autant Lara, ce qui l'a beaucoup flatté. Donc il a dit, bon, écoute, c'est bien parce que c'est vous, mais elle apprend ça et dans 8 jours, elle fait un essai. Voilà. Et on a travaillé une scène d'amour, tous les deux, très, très chaude. Et 8 jours après, je suis arrivée là. Et on m'a mis dans les pattes un petit jeune homme qui était très mignon physiquement, mais qui était épouvantable. Et je me suis mis à pleurer, mais comme une gamine, à chaudes larmes. Il m'a dit, qu'est-ce que t'as? Il dit, je ne peux pas faire de vie avec lui, parce que mon frère, il était mieux, etc., etc. Et c'est vrai qu'avec Gérard, la scène d'amour, c'était évident. Avec votre frère, oui, ça. Forcément. C'est un peu spécial. Vous êtes bien sur KTO. Il était comédien, il était formidable. Oui, voilà, il jouait le rôle, en tout cas. C'est tout, c'est tout. Et C'était dans la tête qu'il se passait des choses. Il s'est passé quoi dans le... C'était dans la tête. Pendant l'audition, ils ont viré le petit jeune homme pas très bon? Non, pas du tout. Ah bon? J'étais bien obligée de jouer avec lui. D'accord. Et Autant Lara m'a dit, ça va, écoute, il s'est souvenu de mon frère. Tu vois le type qu'elle a, c'est ton frère. Tu comprends? C'est ton frère. Et là, hein, moi je suis sous la caméra, tu me vois, tu joues pour moi. Tu joues pour moi. Bon, on la remaquille, la petite. Et voilà. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Bon, alors j'étais dans les 3 dernières dans Paris Match. Voilà. D'accord. C'est comme ça que ça s'est fait. Il a écrit une lettre à mes parents que j'ai gardée en me disant « faut qu'elle fasse au conservatoire, etc. » Mais j'aurais pas eu ça, il n'aurait pas eu le culot d'aller le voir, que je ne sais pas ce qui se serait passé, parce que moi, j'avais aucune velléité de jouer la comédie, je ne savais pas ce que c'était. Mais aujourd'hui, quand vous vous retournez, c'était quand même votre voix, vous n'avez aucun doute là-dessus. Bah, bien sûr, je m'imagine ça, puisque... On vous a mis mais je ne disais pas, il faut que je sois comédienne. Ouais, bien sûr.
Bien sûr. C'est parce que c'est venu comme ça, quoi. Qu'est-ce que vous leur dites aux jeunes acteurs ou actrices qui viennent ou qui viendraient vous demander un conseil, enfin, de cette carrière très nourrie, très riche? Qu'est-ce que vous en avez tiré comme enseignement? Alors, allez à fond, ça j'ai compris, Oui. allez à fond dans Je crois que c'est tous les gens qui ont réussi, entre guillemets, et à qui on demande des conseils, c'est ça, c'est d'essayer, c'est de plus en plus difficile, mais d'essayer de trouver ce qu'il y a au fond de soi, parce qu'on ne peut pas tricher avec ça. On ne peut pas tricher, on est comme ça, on a ce physique, et on a ce qu'on a dans la tête, et on a ce que la vie vous a fait. C'est-à-dire qu'il faut développer sa personnalité, même si elle est épouvantable. Par exemple, on vous dit Michel Simon, c'était quel acteur. Bon, il paraît que dans la vie, il était épouvantable, et il aimait bien des choses épouvantables, mais il a eu raison. Il a eu raison, parce que c'est comme ça qu'il est devenu, lui. Comment vous qualifieriez, vous, en termes de caractère? C'est difficile. J'ai un côté un peu trop sensible, ça vient de maman, pleurait tout le temps. Et c'est vrai que j'ai souvent une boule ici. Il y a des tas de choses qui me choquent. Des tas de choses qui me choquent. Et ça me fait du mal. Et quand on a du mal, on se fait des boucliers. Et quelquefois, j'ai l'impression que je suis un peu rébarbative parce que je ne veux pas tomber dans la sensibilité. Je ne dis pas la sensiblerie. Hein. Et puis, d'un autre côté, j'ai tellement envie de faire rigoler parce que c'est ça qui me plaît, de voir qu'on fait quelque chose et que ça me rappelle mon enfance, quoi. Et les copines que je faisais hurler de rire. Et maintenant, quand j'ai un bon texte, ça me plaît. Donc j'ai ces deux côtés, ces deux faces. Mais alors le côté compassion et sensibilité, ça me met en rage. Et c'est comme à la fin dans Beethoven, elle dit qu'il faut avoir le sens de l'idéal pour se mettre en colère. Faut croire en faut avoir un idéal. Bon. Et elle lui dit, c'est pour toi ou pour lui que tu dis ces choses-là? Et je le prends pour moi, ça c'est vrai. Éric Emmanuel Schmitt dit de vous, quand on lui pose des questions, qu'est-ce que Daniel Lebrun apporte au rôle de votre Kiki? Il dit elle a un aspect acide, mordant et sarcastique qui va très très bien au rôle. Et comme Kiki, elle se contrôle beaucoup. Il y a une apparence comme ça de mauvaise humeur, mais alors dès qu'on gratte un peu, c'est complètement autre chose. Mais c'est bien parce que justement, je veux la fabriquer un peu dure, parce qu'elle dit aussi... mais je lui ai dit ça, elle était terrorisée. Donc, si elle terrorise, il faut qu'elle soit comme ça pour qu'à la fin, justement, elle est complètement changée. Il y a une évolution dans le personnage. Éric Emmanuel Schmitt, que j'ai beaucoup interviewé pour préparer cette émission, dit aussi que vous avez un côté très très intuitif et également très intellectuel et que les deux se bagarrent beaucoup. Intellectuel, je n'ai pas les diplômes de ça, mais j'ai eu s'en fiche mon des frère. diplômes. Voilà, c'est pour Daniel ça. Lebrun. Je lis énormément et mon frère ne m'a jamais donné de complexe. Étonnant. Alors jamais. qu'il aurait pu, étant le philosophe. Il aurait pu. Parce qu'il y en a qui disent ça. Non, lui, moi, jamais. Au contraire. Mais donc, puis j'adore lire. J'ai pas de complexe du tout là-dessus. Je suis un intello entre guillemets. Mais ça empêche pas peut-être ça. un certain lâcher prise d'être trop intello aussi quand on fait le métier que vous faites, non? Ah oui, on s'évade quand on a un peu trop mal, on s'évade dans la musique et dans les livres. C'est tout. Alors, justement, Éric Emmanuel Schmitt a 2 questions pour vous. La première est celle-ci. La première, elle est un peu vache et vous allez nous expliquer pourquoi elle est vache. Entre une pièce de Claudel et une autre de Sacha Guitry, laquelle choisiriez-vous? La bonne. C'est-à-dire... Ce sont 2 auteurs que vous n'aimez pas forcément, hein, a priori. Exactement. Claudel pour le côté catholique, Guitry pour d'autres raisons. Il a écrit des pièces ennuyeuses. Qui ça, Claudel? Claudel. D'accord. Et Sacha Guitry aussi, qui sont même très mauvaises. Et il en a écrit 5 ou 6 qui sont très bonnes. Mais comme à mon avis, c'est vraiment le type même de l'esprit français 1900 que j'aime pas beaucoup parce que c'est toujours axé sur les vacheries pour les autres et y compris sur les femmes, il est évident que je préfère Claudel. Entre les deux, je jouerais Claudel. Mais il a écrit des pièces magnifiques, Claudel. Ce que j'ai vu là à la Comédie Française, joué par... les noms.
la fille lumineuse de Ludmilla Michael. Ah, Marina Hans. Voilà. Marina Hans, bien sûr. C'est une pièce sublime et elle était extraordinaire. Ah bon, ça, c'est une superbe actrice. Alors, La pièce était magnifique, là oui, mais puis il y a de l'humour, il y a tout là-dedans. Petite remarque d'Emmanuel Schmitt, il trouve que vous auriez été l'Isée idéale du partage de midi. Voilà. C'est drôle que je pense à ça, parce que c'était quelque chose que j'aurais pu jouer dans le temps. Mais la mère et la fille étaient extraordinaires. Alors, bon, ça n'a pas été mon créneau, mais c'est vrai que quand je jouais Madame de Sade, qui est une pièce tragique, où j'ai pris de la critique. La tête tendue, oui, c'est celle-là qui a été quand même un rôle important pour vous. C'est moi qui ai voulu le faire, là. Oui. De Renaud Barraud. Oui. C'est mon côté violent, ça. Besoin d'aller au bout. C'est pas tragique, c'est violent. Vous disiez que j'ai besoin d'aller au bout, il y a un côté extrême. C'était un côté mystique, ça aussi, vous savez, de Madame de Sade qui est bagarrée pour que son mari soit libéré, des années, et quand il est libre, elle est partie au couvent. Elle n'a pas voulu le voir. Ça, c'est une pièce magnifique. Mishima, il a été jusqu'au bout, même un peu trop, puisqu'il a fait seppuku, harakiri. Autre question d'Éric Emmanuel Schmitt. À part être sur scène, qu'ambitionnez-vous? Il a des jolies questions. Très jolies questions. C'est pour. J'ambitionne que, comme on est le truchement, de faire le lien entre le public et l'auteur. C'est-à-dire que quand Marivaux est là, il faut que Marivaux passe. Et que je les amène dans l'univers de Marivaux. Bon, là, c'est dans l'univers et d'Éric Emmanuel et de Beethoven, et j'espère qu'ils vont prendre cette fable, puisque ça n'est une, comme quelque chose de mystérieux, et en même temps, arriver dans l'univers d'Éric Emmanuel, qui est un univers théâtral, c'est-à-dire qu'il va dans le comique et dans le tragique en même temps. Voilà. J'espère les amener vers ça. Les interprètes, c'est ça. Hein. Vous qui êtes complètement nourri et pétri de beaux textes, et de textes qui font réfléchir, et qui font rire, et qui font pleurer, il n'y a aucun moment où vous avez eu envie de vous mettre, vous aussi, à écrire? Est-ce que... Oh là là, je suis beaucoup trop difficile. C'est-à-dire? Si, bien sûr, mais j'ai pas la patience de m'écouter écrire. Si, de temps en temps, mais c'est pas bon, je déchire, j'ai pas de patience, c'est mon gros défaut. Mais j'ai tendance à penser, moi, que j'ai aucune patience. Vous avez joué je sais pas, des centaines de rôles. Et est-ce qu'en une centaine de rôles, on arrive finalement à interpréter toutes les facettes de soi, ou est-ce qu'il n'y a pas un jour où on a envie de s'offrir le rôle que personne ne nous a encore écrit ou qu'on n'a pas trouvé dans le répertoire? Oh non, parce que j'étais vraiment trop gâtée là-dessus. Justement, Madame de Sade, ce que je joue en ce moment, et les Marivaux, Colombe, Danouille, qu'est-ce que vous voulez écrire de plus? Des rôles féminins comme ça, et le misanthrope avec Piccoli, que j'ai joué. Et vous avez des répliques qui vous accompagnent? Est-ce qu'on oublie complètement un personnage et ses répliques et le texte quand on passe à autre chose? Ou est-ce que, même les années passant, vous avez quand même des répliques là, qui viennent marteler ici? Non, je suis dans ce que je fais. Vous êtes dans l'oubli de ce qui s'est passé et vous êtes dans ce que vous faites. Ah non, j'ai joué du Bernard Shaw, j'en ai joué 2-3 aussi. C'est un auteur que j'adore, parce qu'il a tout l'humour que j'aime. Wilde. Et bien qu'il soit très misogyne, mais c'est un humour que j'aime. Tenez, beaucoup plus que Guitry, justement, parce que l'humour anglais, même misogyne, il me plaît, là, voyez. Et plus fin. Oui, je trouve. Et dans la pièce actuellement que vous jouez au Théâtre La Bruyère, Kiki von Beethoven, est-ce qu'il y a une réplique, quand vous avez lu le texte la première fois, qui vous a plus percuté qu'une autre, ou que vous aimez particulièrement, ou qui, à contrario, vous a donné un mal de chien? Non, pas du tout. Oh non, il n'y aurait pas qui m'ait donné un mal de chien. À ce moment-là, je demande à Éric Emmanuel de les supprimer. D'accord. Et comme il a le sens du théâtre, il le fait volontiers. Il y en a une qui vous plaît particulièrement, alors très fabuleux là-dessus. Justement, il faut avoir le sens de l'idéal pour se mettre en colère. Je pense que ça me correspond assez, parce que se mettre en colère, ça correspond à mon manque de patience aussi. Voilà. Hélas. Hélas. C'est mon défaut, oui. Alors, ce que je vous propose, Daniel Lebrun, c'est d'entrer dans la dernière partie de l'émission, qui s'appelle le questionnaire inattendu, et qui donc fait de petites questions qui partent à droite et à gauche, auxquelles vous répondez, ma foi. C'était un questionnaire inattendu déjà. Ah non, mais alors il est encore plus inattendu.
Ah, je croyais que vous m'aviez demandé pour un objet. Ah, bien sûr. Voilà. Oh, bah, alors, heureusement que les invités sont là parce que moi j'oublie tout. Et puis le Votre livre objet, et tout. mais bien sûr. Alors, mes questions inattendues, moi, ça Après, me rend curieuse. On ça. les fait après, d'accord? On fait l'objet, le livre et après les questions Alors, je inattendues. sors de mon chapeau. Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a emmené comme objet? Ça a été alors, ça a été l'objet d'une grande conversation au téléphone, cette histoire d'objet. Je pensais que vous alliez amener un outil, parce que vous collectionnez les outils, et Oui, non, finalement... j'aimais bien, mais ça me tient à cœur justement à cause du XVIIIe siècle. Et c'est une grande amie à moi qui s'est suicidée, un peu comme dans la pièce que je joue en ce moment, et qui me... Vraiment, c'était ma meilleure amie. C'était la femme de Sacha Pitoyev, une très très grande comédienne qui s'appelait Luce Garcia-Ville. Et elle m'a offert ça parce qu'elle savait très bien que j'aimais beaucoup le XVIIIe siècle paysan. J'aime pas le XVIIIe siècle avec les pieds Louis XV, des musées, et des, voyez. Mais Marivaux, il est dans les deux. Il est autant dans les valets que dans les maîtres. C'est pour ça que c'est des pièces sublimes. Et pour moi, ça représente un peu mystérieux parce qu'à la place des yeux, elle a des petits clous. Elle a des Et clous. on ne sait pas ce que c'est. Je peux regarder de plus près? Oui. Ah, j'avoue. Alors, c'est une poupée en bois. En bois, sculpté. On imagine justement le sculpteur de l'époque. Elle est toute légère, qui on a a fait l'impression ça. qu'elle est beaucoup plus lourde que ça. Ah oui, c'est effectivement étonnant. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais elle a des clous à la place Elle des n'est yeux. pas si légère que ça. Elle est creuse. Ce qui lui donne à cette uniquement parce poupée qu'il y a le buste va dans la jupe. Ça lui donne Je l'ai recollé depuis. une expression presque terrifiante, vous ne trouvez pas? Oui, oui. Ah oui, oui, oui. C'est en même temps les poupées de sorcellerie et en même temps c'est tout le 18e que j'aime et c'est un cadeau de mon ami, voilà. Voilà, c'est pour ça que je vous ai apporté cet Eh bien, à qui objet. nous allons dédier cette émission, puisque vous évoquez sa mémoire. Voilà. Ah, je vous remercie beaucoup, parce que c'est effectivement Voilà. un bel objet. Oui, On recache très ça bel derrière vous. objet. Et puis alors, le livre, ça c'est jamais facile pour l'inviter dans une bibliothèque, surtout quelqu'un qui est très Ah, littéraire. c'est d'abord le livre avant les questions. Oui, oui, les questions, ça arrive à la Non, fin. moi je me suis dit, je ne vais pas faire trop d'efforts là-dessus. Je lis un Kisserling, qui est un auteur que j'adore, mais je lis beaucoup de choses en même temps. Et par hasard, j'ai lu dans Le Monde, c'était un livre, tiens, ça va peut-être m'intéresser, c'est sur les animaux. Alors ça, c'est mon côté compassion aussi. Je ne suis pas chien, ça m'émère, je suis pas... J'ai toujours vécu avec des chats, Oui. j'adore les chats, les chiens moins, et puis j'ai eu 2 chiens, et depuis, c'est à égalité. D'accord. Bon. Et puis j'ai adoré les chevaux, et puis il y a toujours eu ces questions stupides, quand à chaque fois, je dis, oh quelle horreur, mais comment peut-on faire souffrir un animal? Alors évidemment, toi, t'es la chien, ça m'émère, toi évidemment, les hommes, ils t'intéressent pas. Et ça m'a toujours ulcéré. Je suis tombée sur un livre qui, justement, parle de cette question. L'animal. C'est un livre qui vient de l'avenir sortir. de l'homme. Et c'est justement, je vais vous lire les premières pages si ça ne vous ennuie pas, Quelques lignes. Quelques lignes. qui explique pourquoi, justement. Alors attendez, vous avez comme cité l'auteur, Dominique Lestel, et c'est chez Fayard, L'animal et l'avenir de l'homme. Et là, il y a toutes les questions, justement, à chaque fois que je me posais quand on me disait ces choses-là. D'accord. Alors, on vous propose quelques lignes de lecture. Et il écrit avec beaucoup d'élégance en plus. Une partie de notre culture est tellement l'animal qu'elle réussit à transformer ceux qui le défendent en figures pitoyables au point que ceux-ci finissent par se sentir coupables. En ce sens, notre culture tue 2 fois l'animal, en tuant réellement l'animal et en lynchant, symboliquement et socialement, ceux qui prennent sa défense. Les pages qui suivent visent à fournir des munitions et des vitamines pour ceux qui continuent à penser, envers et contre tous, que se soucier des animaux fait intrinsèquement partie de ce que signifie être un être humain. Je veux les convaincre qu'il n'y a aucune raison pour qu'un mélomane raffiné se sente mal à l'aise si un sourd profond lui explique que la musique est une façon de fuir la réalité et de perdre son temps. Rappelons d'emblée à ceux que de telles attaques déstabilisent qu'un animal compte autant qu'un homme pour un bouddhiste. Dans ce court essai, je me suis donc fixé quelques tâches modestes. Je tiens d'abord à démontrer qu'on ne peut maltraiter les animaux au motif qu'ils ne seraient que des machines. Comme le disait, il va l'expliquer au XVIIIe siècle. L'argument est faux, logiquement inconsistant et délibérément tronqué.
La démonstration des partisans de l'animal-machine est d'ailleurs assez étonnante quand on essaie de la considérer avec un peu de recul. Elle consiste moins à affirmer que l'animal est effectivement une machine qu'à considérer que celui qui en doute est intellectuellement plutôt faible, voire atteint de pathologie mentale. C'est qui le monsieur qui a écrit ça? C'est un philosophe. C'est un philosophe, ah bah voilà. C'est un essai philosophique. Voilà. Rappelons par ailleurs que l'éthologie et la psychologie comparée, malgré leurs insuffisances manifestes, est un sujet complexe, souvent un individu et parfois une personne. Bah, on va s'arrêter là parce qu'il y a tout un livre, mais alors donc c'est Quand même, c'est aussi la seule espèce, hélas, qu'on puisse caractériser comme une espèce prédatrice, universelle, susceptible de détruire tout ce qui est vivant. Et il explique que l'animal doit être un partenaire. Et je trouve ça très beau. Alors évidemment, il démolit toutes des gens qui disent ceux qui n'aiment pas les animaux n'aiment pas les hommes. Et c'est ça qui m'énervait. Parce que ça veut dire quoi? C'est lever un peu les antagonismes qu'on peut mettre de manière caricaturale. Alors on dit justement que c'est un outil pour ces gens qui défendent les animaux. Je ne les défends pas, je ne suis pas complètement... Vous voyez, mais alors, il est d'ailleurs pas végétarien, hein, ce monsieur. Dominique Lestel, l'animal est l'avenir de l'homme. C'est pas de la, je ne le connais pas. Hein. Je lui fais de la publicité gratuite, sans le savoir, gratuite. Et ça vient de sortir. Ça vient de sortir. C'est ce que je voulais regarder. C'était pour ceux les qui gens s'intéressent à tous les livres qui sont parus sur les animaux, tous les filles qui ont fait sur les babouins et tout ça. Ils sont des livres absolument passionnants. Il en parle là-dedans d'ailleurs. Et c'est une avancée parce que c'est quand même un mystère, ça. Alors, les animaux. On va arrêter sur ce mystère-là, parce que sinon on n'aura pas le temps du questionnaire inattendu. Il nous reste à peine quelques secondes. Bon, allez, je vais vous poser à la volée comme ça 2 questions. Je voulais savoir, Daniel Lebrun, si vous aviez une devise. Est-ce que vous avez fixé une devise dans la vie? Oh non, parce que ça changerait du jour au lendemain. Je crois pas, non. Ça dépend les rôles qu'on joue, alors non. Je ne vais pas m'axer sur une devise, non, non. D'accord. Et je voulais aussi savoir quel était le paysage qui reflétait votre état d'âme intérieure. Devant quel paysage, notamment, quelle vue, enfin quelle vision? Les arbres. Ah, les arbres. Je suis fascinée par les arbres, les bouquins sur les arbres. C'est mystérieux, les racines sont très anciennes. Il y a des arbres qui ont des milliers d'années. C'est fabuleux. Un arbre, c'est beau. La chanson de Brassens, je l'écouterais en boucle. Les arbres, les animaux, également Beethoven et Éric Emmanuel Schmitt. Il n'y a pas que Beethoven en musique. Bien sûr que non, mais bon. Les voix. Purcell, toutes les voix de Mozart, les voix des hautes contres. J'adore la musique de voix. Je vous remercie infiniment d'avoir partagé un peu de votre univers. C'est vrai qu'on vous connaît comme actrice, qu'on ne vous connaissait pas dans ce que vous aimiez, dans vos goûts, dans vos combats aussi, dans ce que vous défendez. Je vous invite entre guillemets. Tous, oui, quand même. Oui, mais quand je me mets en colère, je combats, c'est vrai. Il faut avoir un idéal pour être en colère, dit Monsieur Schmitt. On vous invite au Théâtre La Bruyère pour tous ceux qui veulent aller voir Kiki van Beethoven, qui est une des quelques pièces qui marchent à Paris en ce moment, c'est tout dire. Elle survit à cette vague de froid. Vague de froid, on va dire, théâtrale. Merci infiniment, Daniel Lebrun. On vous souhaite encore beaucoup de belles pièces et de beaux rôles, que ce soit peu importe le support. Mais on vous le souhaite avec beaucoup de sincérité. Merci, au revoir. Au revoir.